Et bonjour. Bienvenue dans On n'est pas filmé, l'émission cinéma critique de Station B. On est très heureux de vous retrouver sur cette émission avec une belle table puisqu'on retrouve l'incontournable, celui qu'on adore. Seb, comment vas-tu, Seb ? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux d'être ici. C'est vrai. Une fois. Ouais. Chaque fois, on est plus qu'heureux, nous, de te retrouver. C'est un peu, comme on l'avait dit dans une des émissions, c'est un peu le Gandalf qui nous guide vers la contrée. Et comme toujours, tu es le grand sage. Le vieux qui marche avec une canne. Oui, mais il est surpuissant. Et c'est vrai. quand il meurt, il revit et il devient plus blanc. Ouais. C'est une définition un peu de toi. C'est un peu le cycle de la vie, ouais. Ouais, écoute, ça commence déjà très bien. On a aussi Aline. Comment vas-tu, Aline ? Je vais très bien, merci beaucoup. Qui prépare son prochain tube. On n'oublie pas, après Tiramisu, le prochain arrive bientôt. Et on est sur une autre variété culinaire. Alors là, t'es parti plus de l'autre côté de l'Italie. Tu as décidé de faire pizza. Pizza. Ouais, et c'est... et ça va être un grand tube, je le sens. Ah bah, grand tube. Tu peux nous faire un petit essai comme ça ? Non, tu sais, moi je suis assez discrète sur toutes ces choses-là, je vais pas m'étaler. C'est vrai que Tiramisu, c'est pas le sujet de l'émission, on va pas parler de moi à chaque fois, c'est chiant. On peut, hein, c'est aussi vos actualités. Oui, non, mais moi, c'est sûr, les gens ne demandent que ça. Mais oui, enfin, les commentaires ne parlent que de ça d'ailleurs. Exactement. Hein. Donc j'ai hâte de cette pizza 4 fromages. Pareil. Cas, merci beaucoup. Ça, je t'en prie. Comment vas-tu, Lenny, aussi ? Ça va, visiblement, il y aurait des films que j'ai le droit d'aimer. Comme quoi, tout peut arriver. Alors ça, c'est à toi-même. Tu te le dis à toi-même, j'imagine. Parce que là, chaque fois, on est en mode, mais aime un film, s'il te plaît, par pitié même. Et là, cette fois-ci, ça y est, t'as aimé un film dans les films qu'on va critiquer ? Je crois. Je suis pas encore sûr. Oh putain. Peut-être réfléchir un peu pendant l'actu. Pas que c'est Destination Finale qu'on va critiquer, on verra. Ne spoil pas. Mais si c'est Destination Finale, franchement, c'est comme Deadpool versus Wolverine, que t'avais dit que t'avais bien aimé. Je crois qu'après, je vais te dire vraiment que t'as des goûts de merde. Mais c'est pour ça que t'es mon pote, écoute. Ouais, on va revoir cette histoire aussi. Et on a aussi Ellie. Comment vas-tu, Ellie ? Bonjour. Ça va ? Ça va. Bon, parfait. On a aussi Lou et Roman qui sont derrière, mais qu'on va retrouver juste après. Et elle rigole déjà, quel humour, évidemment, elle va faire des blagues racistes comme vous adorez tous au micro à chaque fois. Et on a Marion, comment vas-tu, Marion ? Salut tout le monde. Comment vas-tu ? Mais très bien, et toi-même ? Toi-même va bien, donc je t'en remercie. Miroir, miroir. Ça veut dire que tu vas bien aussi, donc c'est génial, tout le monde va bien, c'est incroyable. Parce que là, on sue déjà, on est encore une fois à la cité de chantier. T'es le seul à suer. Je suis déjà parce que il fait hyper chaud et que j'ai mon pull et je vous vois en fait tous en t-shirt et j'ai un pull, donc j'ai très très chaud. Non, je sens que je suis en effet. Ouais. Et bon, je fais pas les bons gestes, en effet. Je suis à la radio en même temps. Les gens s'en foutent, en fait, au cas où. Mais c'est pas grave, je décris un peu ce qui se passe. Bon, on a une émission assez chargée puisqu'on va critiquer quand même 2 films assez d'actualité. Donc, comme on a dit, Destination Finale. On va revenir sur Les Linceuls puisqu'on va enfin en faire une petite critique vu qu'on avait fait une rétrospective sur Cronenberg. Et puisqu'il y a une actualité assez forte au luxe, on va revenir aussi sur Stephen King et autour de la nuit Stephen King du cinéma luxe. Pauvre type, espèce de con, t'es vraiment rien qu'une merde. Et c'est Seb qui va nous faire cette petite revue d'actu autour des événements du cinéma, autour de Caen. Ouais, quelques événements. Alors effectivement, t'en as parlé, la nuit Stephen King, donc le 24 mai, dans le cadre du festival Époque, donc festival de littérature, vous aurez plein de choses. Et donc cette nuit, là, ça va commencer vers 20h jusqu'au matin, jusqu'au petit déjeuner. Jusqu'à 7h. Ouais, c'est ça, à peu près. Il y aura des animations, il y aura des quiz, il y aura plein de choses. Et il y aura surtout 5 films. Donc 5 films adaptés de l'œuvre monumentale de Stephen King. Donc Shining, The Monkey, donc sorti en début d'année, Chat, on l'a pas, mais ça, chapitre 1, donc le premier, donc dans version 2018, quelque chose comme ça, dans des Muschietti. Voilà, et enfin pour finir, Christine de John Carpenter et Carrie de Brian De Palma, pour finir quand même sur un truc, même si vous avez plus qu'un œil ouvert, vous aurez 2 images à l'écran. Ah oui, le split screen. Exactement, voilà, t'as la référence. Et oui, bam. Donc voilà, donc une belle nuit.
avec plein de films. On espère effectivement avoir plein de gens pour cette nuit, parce que c'est toujours effectivement des événements rigolos. On essaye effectivement, on n'en fait pas beaucoup des nuits. La dernière c'était Mad Max, c'était il y a un an. Donc, avec énormément d'événements autour. Ça sera pas aussi exubérant que pour Mad Max. Oui, parce qu'il y avait eu une guitare enflammée. Voilà, on avait un échafaudage, un concert de flammes. Voilà, ça sera un petit peu plus vraiment cool. Mad Max là pour le coup. Mais il y aura quand même plein de petites choses. À côté de ça, effectivement, il y a quand même une actualité qui n'est pas non plus folle en ce moment dans les cinémas, pas énormément de rencontres, mais il y aura notamment la veille, donc le 23 mai, au Café des Images, la soirée Nanarland. Ça faisait un petit bout de temps qu'il n'y avait pas eu de soirée organisée donc par la déclinaison cannaise, on va dire, de Nanarland. C'est surtout une soirée qui a lieu, une nuit même, depuis une quinzaine d'années à Paris, qui a un énorme succès. Là, ils retournent au Café des Images. Ils ont eu plusieurs éditions au Cinéma Luxe avec 2 films que je ne connais pas du tout, Black Ninja et Beam Stars. Je vous avoue que moi, le nanar, c'est pas trop mon genre. Il y a des films cultes, les deux, tout le monde les connaît, bien sûr. Black Ninja, il y a une suite. Black Ninja 2 ? Ouais. Ah oui, c'est elle ça. est plus connue celle-là, Black Ninja 2. Donc voilà, mais c'est toujours rigolo, il y a souvent une bonne ambiance. Moi, par exemple, je considère que les nanars, c'est vite chiant au-delà des... le nom est là, quoi. Ouais, c'est pas bon, mais sur 1h30, c'est des fois long. Oui. Voilà. Et puis il y aura d'autres animations aussi. Le 24, dans l'après-midi, un ciné-relax. Au Cinéma Luxe à 15h50, c'est le film Le Peuple Migrateur qui ressort en salle. Pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur l'opération Ciné Relax, donc qui sont des séances qui sont ouvertes à des publics pour lesquels c'est un peu plus difficile d'aller en salle, donc avec un accompagnement, avec des lumières qui restent globalement allumées pendant le film, etc. C'est pour des publics un peu plus en difficulté, avec la difficulté d'être dans une salle de cinéma. Je vous invite à réécouter, Fabienne était venue présenter le dispositif il y a quelques émissions de ça. Donc voilà, et puis c'est l'occasion de revoir, il y aura d'autres séances pour le Peuple Migrateur, pour ceux qui veulent voir des oiseaux qui volent. C'est génial. Et aussi, donne-moi des ailes. On fera peut-être une nuit oiseau avec les oiseaux, donne-moi tes ailes, et peut-être migration petit matin, par exemple, parce qu'on aime bien les canards. Sponsorisé par Red Bull, du coup Sponsorisé, oui, peut-être. Pourquoi t'aimes bien Red Bull ? Ou par KFC. Peut-être. Un des deux. On ne sait pas. L'un aime plus les animaux que l'autre. Le premier qui répond, il a le droit de sponsoriser. Donc l'appel est lancé. Red Bull, est lancé, merci. KFC, vous avez le droit. C'est vrai. Europe 1 aussi, au cas où. On sait jamais. On sait jamais. Moi, je dis pas non. J'ai jamais dit non à quoi que ce soit. Donc au cas où, voilà. C'est un message lancé. Et il y a aussi un dernier événement. Il y a aussi, au Café des Images. ça sera au Café des Images le 27 mai, un café polyglotte, donc c'est une séance de cinéma. Le film, ça sera un film qui s'appelle Another End, que je n'ai pas vu, c'est avec Gaël Garcia Bernal. C'est tout ce que je sais. Et en fait, derrière, vous avez un échange, la possibilité de parler dans différentes langues. Donc l'idée, c'est de mélanger les langues, mélanger les gens, et que les gens puissent discuter entre eux et puissent discuter de cinéma. Oui, et c'est souvent bon enfant, c'est des très bonnes soirées pour avoir déjà fait au Café des Images, pour le coup, lorsque j'étais bénévole. Donc je vous conseille fortement, si jamais vous avez l'occasion, pour aussi discuter de films autrement. Écoute, merci beaucoup pour cette revue d'actu, et partons tout de suite maintenant sur un film qu'on adore tous ici autour de la table, et qu'on va vous présenter déjà musicalement. Ce soir, j'ai préparé des pockets de dinde. C'est fin, ça se mange sans fin. Et c'était Without You de Air Supply qui était dans le film Destination Finale 6 Bloodlines, que l'on a vu avec Lenny, pas avec un enthousiasme très fort, puisque à la base, pour raconter un peu pourquoi on s'est senti mal à l'aise lors de la projection, c'est qu'un certain chroniqueur de On n'est pas filmé a eu la magnifique idée de dire ce serait cool qu'on parle de ce film qui s'appelle Destination Finale 6, mais il n'est pas là, et il n'a pas vu le film, et il nous a dit à skip, c'est marrant. Alors, critique de ce petit film désormais Destination Finale, puisque on n'est pas allé voir ce film pour rien. Déjà, la salle était comble et ça faisait plaisir, donc point positif. C'était pour une avant-première quand même. C'était pour une avant-première. On a eu des réactions dans la salle qui nous ont fait marrer, donc ça c'était cool.
Il y a eu beaucoup de TikTok qui ont été faits, j'ai l'impression aussi. J'ai vu beaucoup de portables se faire pendant la séance. Donc apparemment, il y a pas mal de TikTok autour du film qui vont tourner. Après, les points... Non, on rigole, mais bon. On parle de Destination Finale, donc c'était le retour. Ça faisait presque 14 ans qu'il n'avait pas fait de comeback. C'est le grand retour. Et c'est pas un reboot. C'est vrai qu'on peut le mettre un peu dans cette filiale de films d'horreur qui reviennent et qui refont surface après plusieurs années autour de plusieurs sagas. On avait du Jigsaw qui était revenu avec Saw 10, qui va d'ailleurs avoir des suites. On avait eu Halloween, évidemment, avec sa trilogie. On avait eu, il me semble, même encore l'année dernière, plusieurs sagas. Enfin bref, en ce moment, c'est vraiment la débandade et la Destination Finale, puisque évidemment, c'était culte pour certains, pas tous. À part le 1, moi, j'en vois pas d'autres. Mais apparemment, le retour était attendu. Et puisque, en fait, le film avait fait quand même 180 millions de vues en très peu de temps, je peux pas vous dire exactement, mais c'était en à peine une semaine, il me semble, sur YouTube. Preuve que ça faisait longtemps qu'une bande-annonce n'avait pas fait autant de vues sur YouTube pour justement l'attente d'un film. Donc, preuve que quand même, c'était très attendu. Qu'est-ce qui vaut ce film après Destination Finale ? Donc on est sur une suite, on suit, donc comme le dit Bloodlines, puisqu'on ne va pas spoiler, l'histoire d'une famille qui commence à se rendre compte qu'en réalité, la grand-mère de la famille, la matriarche, était en réalité quelqu'un qui avait des prémonitions et qui avait deviné que la mort allait l'accueillir à un certain moment et qui a réussi à sauver presque tout le monde d'un événement catastrophique autour des années 60. Et le temps que la mort arrive et donc puisse tuer toutes les personnes dans l'ordre qui devait être tué dans cette prémonition qu'on a à l'introduction du film, ça arrive évidemment à la matriarche et donc à la famille en question qui doit fuir la mort. Quel pitch incroyable, évidemment. Lenny, pour que tu nous mettes en bouche, puisque je crois que c'est le film que tu as adoré. Non, c'est pas le film que tu as adoré cette fois-ci ? Non. Alors, je crois que tu as dû avoir un gigantesque blackout après le film, parce qu'on a quand même un peu discuté dessus. On s'est mal compris. J'ai cru que tu avais adoré. Ah non, c'est une merde. Bon. Voilà. C'est une gigantesque merde. Et pire que ça, c'est-à-dire que... C'est bien, tu présentes bien les films. Hein. Moi, j'ai mis une intro de 2 minutes, 3 minutes. Justement, en fait, tu prépares les gens, tu vois, tu leur dis, voilà, de quoi parle le film, voilà. Et puis derrière, on leur dit la vérité. Non, c'est un film qui n'a pas d'intérêt. Et même dans la saga... Les Français veulent la vérité. Les Français veulent la vérité. C'est bien que tu le dises. Pourquoi pas ? Mais c'est un film qui, même dans la saga, a très très peu d'intérêt parce qu'en termes de mort, il y a... pas tant que ça d'inventivité par rapport à ce que la saga a pu nous offrir. Ce qu'il faut préciser, c'est que le film reste dans cette lignée de débilité totale, mais cette fois-ci, au lieu de se prendre un peu plus au sérieux par rapport aux autres films que je les ai tous vus, plus ou moins consciencieux et on va dire sous état d'ébriété, mais je les ai tous vus. Et pour le coup, celui-là m'a paru aussi basique que tous les Destinations Finales. J'ai l'impression que c'est une suite logique. Voilà. Le seul point qu'on peut dire et mettre en avant, c'est que cette fois-ci, le film a conscience et le met énormément en avant qu'il est débile, il le sait. Et donc, il propose un film totalement débile, mais c'est assumé. Attention, je dis pas ça en mode c'est une critique, c'est le film l'assume totalement et cherche même plusieurs fois la comédie en réalité dans ses propos. En plus de justement revenir sur un aspect conscience du fait que le film s'inclut dans une saga, donc il y a eu pas mal d'autres films avant, et va justement, alors parodier serait peut-être pas le meilleur terme, mais détourner certains codes, notamment au tout début du film, avec le comportement de la grand-mère, qui va justement pressentir, entre guillemets, la mort. Un peu comme si elle voyait le film elle-même. Elle a encore des prémonitions, c'est ça qu'il faut préciser, voilà. Donc on n'expliquera pas la suite, mais elle a toujours et encore des prémonitions, et ça c'était le bon point qu'on voulait souligner, c'est que ce jeu-là de savoir, dans la mise en scène d'ailleurs, cette scène fonctionne, de ça y est, je sais déjouer la mort, parce que je vois déjà, en fait, elle a l'impression en effet de voir le film et de voir les gros plans qui s'annoncent, ça y est, il y a un truc qui commence à cramer, je le vois déjà arriver, bam, je fais en sorte que ça n'arrive pas. Exactement, et le film va même parfois référencer certaines scènes, comme une scène, si je ne m'abuse, dans le tout premier opus, où un personnage féminin se fait écraser, mais de façon assez ridicule, où justement, là il déjoue, il presque contredit nos attentes, ou contredit ce à quoi la saga nous avait habitués. Donc, théoriquement, ça pourrait être un point intéressant, malheureusement, en fait, ça n'amène jamais véritablement à rien, parce que ces personnages, au tout début, peuvent avoir une construction, notamment sur le fait que ce soit
une famille. Et on n'est pas juste sur le père, la mère, les deux enfants, quoi que ce soit. Non, on va chercher un peu plus loin le côté cousin, notamment pour avoir un peu le côté compte à rebours, soyons honnêtes. Oui, c'est ça. Un peu retour vers le futur. Le frangin et la frangine ne sont là que pour être un compte à rebours pour notre héros. Et au final, ça pourrait apporter quelque chose dans l'aspect construction, le rapport à la mort, mais que ce soit l'héroïne qui n'a pas spécialement le temps d'être trop construite, les relations interpersonnages qui sont qui peuvent être intéressantes pour certains personnages, mais qui sont toujours très à fleur de peau, qui nous les rend jamais suffisamment sympathiques ou complètement antipathiques pour le moment où ils me font tuer, un spoiler alerte, attention, deviennent appréciables. Ironiquement, c'est pourtant un élément que la séquence d'intro a réussi à faire avec un enfant, voilà, qui s'en sort pas forcément très très bien. Et pas n'importe quel enfant. Voilà, qui a un côté jouissif, justement, du moment où, l'escalier, c'était peut-être pas la meilleure des portes de sortie. Oui. Mais pour le reste du film, ils n'arrivent pas à reproduire cette séquence. Ce moment où ce personnage que tu as passé 1 heure à détester, c'est bon. Et c'est en gros plan, on prend son temps, on a de l'inventivité, on a de la créativité. Donc c'est un peu la difficulté de sentir que ils ont ressorti la saga des placards, parce que pourquoi pas. Et parce que, de toute façon, alors je pense que va falloir le préciser, on n'était pas du tout public. On a senti un petit moment de solitude quand on s'est regardé un petit peu dans la queue pour aller dans la salle. Faut le dire, non mais faut le dire, on n'est pas le public, je pense honnêtement. Je pense que je pourrais m'amuser, tu vois, dans un film qui a pas peur d'en mettre plein les murs, de changer le chirurgien par un boucher, tu vois. Pourquoi pas, ça peut m'amuser. Mais le film là, pour moi c'est un peu la frustration il n'a pas l'inventivité qu'il mériterait. Non, mais on n'est pas du tout dans ce genre de démarche de toute façon. On voit qu'on commence à être de plus en plus dans des productions, surtout. Alors attention, j'ai utilisé un propos, c'est le premier que j'utilise. Ça fait surintellectuel qui méprise quelque chose, j'en suis désolé. Mais TikTokienne, où t'as l'impression que. Ouais, désolé. Hein. Ouais, je l'ai utilisé, Aline. Ouais. Ça va ? TikTokienne. 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 T'as besoin d'un verre d'eau à lui jeter à la gueule, peut-être ? Sous la vache. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, t'as raison. Mais juste, j'ai envie de te taper. Non, mais je me suis entendu juste après, donc tu vois. Est-ce que tu développes pas le propos pour savoir ce que t'entends parler par TikTokienne ? Mais en fait, c'est surtout qu'on a plusieurs scènes qui sont indépendantes les unes des autres. C'est vraiment l'impression que m'a donné le film. On a 20 minutes d'intro qui ne sert absolument 30, à rien. Et encore, oui, non, honnêtement, j'avais regardé, j'ai compté, hein, c'est vraiment 20 minutes. Et juste après, on part sur le personnage principal qu'on suivait pendant 20 minutes. Moi, j'ai cru que c'était un film à sketch, parce qu'après, on part sur complètement autre chose. Et tout, hein, l'époque, le propos, le personnage, et en réalité, même l'enquête qu'elle va faire autour de cette scène d'introduction n'a plus d'utilité 5 minutes après. Donc c'est vraiment l'air de dire, on a fait une intro, mais c'était histoire de vous plaire, parce qu'il y a du gros budget. Alors, en parlant de gros budget, quand même, précisons, les réalisateurs, c'est Zach Lipovski et Adam Bestein, qui avaient fait un film, moi, qui m'avait plutôt plu, qui était Freaks, que je vous conseille fortement, d'ailleurs, en petit film indépendant avec Bruce Dern dedans. Sur justement une enfant qui a des super pouvoirs et qui va se faire poursuivre un petit peu. Enfin, le pitch est très classique, mais c'est ultra efficace et ça fonctionne super bien. Il partait quand même avec ce bon point, moi en tous les cas. Et on a aussi en producteur donc New Line Cinema et au scénario John Watts, qui était donc le réalisateur des derniers de la dernière trilogie Spider-Man. Donc vous faites ce que vous voulez avec cette information. On précise ce par Disney, hein, pas les bons en animation. Oui, voilà. Donc c'est une idée originale de sa part. Donc on partait sur ce postulat-là. En vrai, le film, moi, m'a déçu par rapport à tout ça parce que il y a aucune inventivité, je trouve, véritablement. Ça se base. Et comme j'ai dit, c'est vraiment plusieurs scènes qui vont se séparer à tel point que si vous avez vu toutes les bandes annonces ce qui est mon cas parce qu'on s'est fait bombarder parce que la communication est énorme. Mais si vous avez vu toutes les bandes annonces de Destination Finale, je crois que vous avez vu 90% des morts de ce film. Et je rigole même pas. Vous avez vu le plus intéressant du film. Voilà. Honnêtement, la seule partie que vous n'avez pas vue, c'est la toute fin. Et c'est les 10 dernières minutes, sans déconner. Après, sinon, vraiment, tout ce que vous avez au milieu, c'est des dialogues, comme dans tous les Destinations Finales, insipides, qui disent « Mais en fait, la mort nous poursuit ». Oui, sans blague. Mais enfin, des fois, c'est vraiment lunaire d'avoir ces dialogues-là, de dire « Mais la mort nous poursuit, vous vous rendez pas compte, on va tous mourir ».
Oui, bon, pour l'instant, on y est toujours, mais ouais, c'est pas illogique. Oui, Aline? J'ai 2 questions. La première, c'est du coup, c'est qui la cible pour toi? Parce que tu as dit que vous n'étiez pas le public, mais du coup, c'est qui? Bah pour moi, c'est ça, c'est les adolescents. Et franchement, j'aurais été adolescent, je pense que ce film m'aurait fait rire. Mais, et comme beaucoup dans la salle, je pense, mais moi, il m'a fait enrager parce que, surtout, un autre point qu'il y avait, c'est qu'il n'y a absolument pas d'empathie dans ce film, mais à un point, mais vraiment, où les personnages ne sont pas méchants, ils sont pas non plus les plus sympathiques, mais ils n'ont rien que tu peux vraiment pointer du doigt et dire ah oui, en fait, toi, tu mérites un minimum la mort. Comme, je sais pas, moi, un Saw. Tu vois, Saw au minima, moi, je sais que c'est des ordures à l'écran. Et au pire, le côté torture porn me fait rire des fois parce que je sais que voilà, c'est des banquiers à la con, c'est des assureurs qui sont un peu zélés, des choses comme ça. Donc, au bout d'un moment, j'en rigole parce que c'est un film défouloir. Là, non, les personnages sont limite sympathiques et c'est une famille en plus. Donc, c'est un peu, je sais pas comment dire. Et puis en plus, c'est pas une famille qui aurait un parti politique ou qui aurait, tu sais, il y aurait une vision en fin de compte derrière. Non, c'est vraiment juste généraliste et à tel point que même, comme je t'ai dit à la toute fin, le tout dernier plan, je t'ai regardé, je dis, je veux fuir la salle parce que vraiment le dernier plan m'a fait enrager. J'étais en mode, mais pourquoi tu les aimes, enfin pourquoi tu les détestes autant ces personnages? Pourquoi tu veux faire un film dessus si t'as rien à raconter? Si, ok, c'est gratuit, mais là, tu sais, c'est le pan un peu trop gratuit où même dans le côté, comme j'ai dit, torture porn ou autre, j'en rigole même pas et j'ai même pas envie ça me blesse plus qu'autre chose en fait, ce genre de truc, parce que là je la vois l'opportunité financière que c'est de faire des scènes grand guignolesques pour rien en réalité. Là vraiment on voit les dessous de ce genre de film d'horreur. Oui, Lenny. En plus, pour revenir sur le côté la cible, je pense que c'est le public adolescent, mais surtout le public adolescent américain. Et pas pour avoir un côté véhément ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le public américain a tendance à aimer ce genre de films d'horreur qui sont le film d'horreur où le cerveau il est pas posé à l'entrée de la salle. Il a été laissé très loin il y a un bout de temps. T'es là avec ton popcorn et avec tes potes pour rire bruyamment. À la limite peut-être raconter des blagues pendant le film. T'as presque l'impression que tu te demandes pourquoi est-ce que t'es venu au cinéma. À la limite c'est peut-être plus le genre de film que tu vas voir chez toi, mais c'est le public qui consomme ce genre de film de cette façon-là, à mon sens. Faut y aller entre potes. À chaque fois qu'il y a une mort, c'est bon, tu te dis que t'as un creux pendant 15 minutes, tu peux parler dessus. Non mais sans déconner. Ou prendre un shot. À la limite. Ou prendre un shot. Alors, pour finir quand même sur des bons points quand même autour du film, c'est la fin, enfin c'est le dernier film de Tony Todd, du personnage aussi de Bloodworth. Donc, faut le préciser, on n'oublie pas quand même Tony Todd qui était l'acteur Candyman, au cas où, emblématique. Évidemment, il avait fait tous les Destinations Finales, on n'oublie pas. Alors j'ai noté, moi ça m'a fait rire, mais du coup, c'est un record en termes de cascade. C'est Yvette Ferguson qui a eu, c'est la cascadeuse qui la plus âgée qui a eu un brûlage intégral, et je vois très bien la scène en plus à un moment. Donc c'est au début du film, donc c'est une performance techniquement, donc bravo à elle en soi, on peut le préciser. Donc Yvette Ferguson, ça m'a fait rire, donc sur une note positive. Et puis pour en finir un peu sur la critique, encore une fois je pense qu'on n'était pas vraiment la cible, mais si vous allez voir le film de telle sorte à vous défouler, vous allez voir à Destination Finale parce que vous avez envie de voir des morts ridicules et vous n'avez pas vu les bandes annonces, par pitié n'allez pas les voir du coup. Honnêtement là dans ces cas-là, ok, le film va être un bon divertissement qui ne se veut pas plus qu'autre chose et que vous allez peut-être oublier l'instant d'après, mais au moins voilà, ça peut commencer une bonne soirée et ensuite vous partez avec vos potes au bar, sans déconner. Mais là je le dis positivement, vraiment. Donc je pense que c'est ce point-là, si tu voulais faire un dernier mot. Moi c'est un peu quand même toujours dommage parce que je vois qu'il y a quand même parfois de l'envie de caractérisation de certains personnages, si je ne m'abuse, parce qu'il y a 2 cousins et une cousine, donc autant vous dire que oui, c'est pas juste papa-maman, mais c'est le truc de certains justement sont caractérisés de façon un peu intelligente. Il y a ce rapport où on a l'impression que c'est le cousin un peu punk, qui a des piercings, qui a des tatouages et tout. Sauf que on n'est pas sur le côté rebelle, on est sur le côté c'était quelqu'un qui aimait son père, qui aime son frangin, qui aime sa frangine. Donc c'est pour moi des rapports qui sont parfois inversés. Celui qui pourrait être le cliché du footballeur américain est peut-être celui qui a besoin d'être plus rassuré, d'être plus aidé, d'être plus guidé, qui est justement terrifié par la mort. Donc il y a parfois des petites fulgurances avec justement une appréciation qu'on peut avoir des personnages, mais je pense qu'il manquait une patte au scénario, il manquait peut-être une relecture ou deux pour ou me les rendre véritablement attachants et être un crève-cœur au moment où on les voit partir, ou me les rendre détestables et adorés. L'entretien sera intégralement pas filmé. Et désormais revenons sur un film qu'on avait évoqué, on va dire,
grâce à une rétrospective qu'on avait fait autour de Cronenberg, puisque c'était Les Linceuls, qui a été présenté au Festival de Cannes en compétition l'année dernière, puisqu'on y est sur le mois de mai, donc c'est plutôt d'actualité. Ça faisait un moment que le film quand même était dans les bacs, entre guillemets. J'aime bien faire des guillemets visuellement. Aline, me déteste pas par pitié. Dans les bacs. J'ai fait des guillemets avec mes mains au cas où pour les gens de la radio, évidemment. Et c'est vrai que moi je l'attendais depuis un moment, puisqu'il avait fait son grand retour entre guillemets avec Les Crimes du futur, qui a été aussi présenté à Cannes. C'était en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Il me semble que c'est 2022, avec Viggo Mortensen et Léa Seydoux. Et cette fois-ci, il parle de quelque chose de plus personnel avec Les Linceuls, puisqu'il parle de la mort de sa femme, qui lui a permis d'ailleurs, ce film Les Linceuls, de faire son deuil, qu'il l'a dit ouvertement en interview l'année dernière, avec le fameux Vincent Cassel, qui représente en quelque sorte donc Cronenberg, en tout cas dans l'état. Qu'est-ce qu'on peut dire autour de ce film ? Est-ce que, encore une fois, on est sur un Cronenberg qui patauge toujours dans ses mêmes obsessions et ses mêmes thèmes ? Ou est-ce qu'au contraire, on est encore une fois sur un potentiel chef-d'œuvre de Cronenberg qui peut avoir encore des fulgurances ? À 82 ans, rappelons-le. Aline, tu avais particulièrement apprécié le film. Oui, je ne m'attendais pas à ce que tu commences par moi. Oui, carrément, je l'ai adoré. Pour de vrai cette fois, parce que souvent je dis que j'aime bien les films. Là, je l'ai vraiment adoré. Encore une fois, j'ai eu la brillante idée d'y aller en pleine après-midi, grand soleil. Donc quand je suis ressortie, toujours la même envie de crever que comme j'avais fait pour Les Crimes du futur. C'est vrai. Mais c'est pas grave. Non, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Parce que j'ai, en fait, dès le premier plan, je vais pas le raconter dans le détail, parce que le but c'est que tout le monde aille le voir, mais pour ceux qui l'ont vu, vous voyez ce dont je parle. C'est que dès le premier plan, je me suis dit, ah cool, on n'a pas toute l'identité de Cronenberg, mais presque dans les 2 premières minutes. Donc déjà, ça m'a mis dans de bonnes conditions pour la suite du film. Et bon, après, on va en parler entre nous, mais c'est vrai que ce qui m'a le plus marqué, c'est la notion de deuil érotique, quoi. On va appeler ça comme ça, mais d'arriver à mêler vraiment 2 sentiments qui sont quand même diamétralement opposés. Enfin, on est vraiment sur la vie et la mort, enfin littéralement. Et j'ai trouvé ça trop génial, quoi. En l'état, c'est ça. C'est tout à fait l'érotisme autour du deuil. Seb, alors toi, c'est plus mitigé. Ouais, moi je suis plus mitigé sur le film. Je suis assez d'accord en fait avec ce que tu disais sur les thématiques, etc. C'est même plutôt intéressant, mais en tout cas beaucoup plus intéressant que ces films précédents. Sur effectivement le rapport au deuil, le rapport au corps, mais aussi le rapport globalement au numérique, au fait que effectivement ce personnage, c'est un personnage qui ne voit finalement plus la réalité qu'à travers des écrans, des avatars. Il y a une espèce de disparition de l'humain, alors que effectivement il va très loin, puisque son concept c'est d'installer des caméras qui permettent de suivre l'évolution des cadavres pour pouvoir continuer, entre guillemets, à rester proche des êtres aimés. Après, moi, là où j'ai un vrai problème avec le film, c'est que je trouve que le film a 2 directions. Une partie, on va dire, effectivement, ce truc-là autour du deuil, on pourrait dire le côté Cronenberg, auteur, etc., et à côté de ça, une espèce d'histoire de complot, / machination, / les Russes et les Chinois m'en veulent, qui globalement m'ennuie. Je trouve que l'équilibre entre les deux est pas terrible. Et effectivement, moi, c'est un peu le problème que j'ai effectivement depuis pas mal d'années avec Cronenberg, c'est que je trouve que le côté effectivement auteur de Cronenberg est devenu prégnant dans son cinéma, que ce qu'il faisait avant, il le faisait très bien, et en fait il le faisait à travers on va dire des purs cinémas de genre, un pur cinéma de genre, et que là effectivement en plus globalement je trouve qu'il il déroule un petit peu là encore ses tropes et ses thémas, voilà, l'érotisation des cicatrices, l'érotisation du corps mutilé, etc. Moi j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça dans Crash, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça ailleurs, y compris d'ailleurs l'obsession des écrans. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ça il y a 40 ans, enfin je ne l'ai pas vu il y a 40 ans, mais j'ai l'impression qu'il fait déjà ça il y a 40 ans avec Vidéodrome. Donc je déteste pas le film,
j'ai un peu déjà l'impression de l'avoir déjà vu avant et je m'ennuie un petit peu quand même devant le film. Puisque, voilà, pour le préciser quand même, mais c'est vrai, c'est qu'il y a 2 films en un, ça on peut être assez objectif dessus, puisque c'est une histoire de profanation de tombes qui sont donc numériques désormais, puisqu'on a l'opportunité avec ces fameuses tombes autour du personnage de Vincent Cassel de voir donc à travers les linceuls donc le corps de la personne décédée en décomposition. Et il se rend compte qu'elles sont profanées, et donc ça lance toute une parano autour de potentiels coupables qui auraient pu donc lui en vouloir personnellement ou carrément dans une globalité, carrément internationalement, puisque d'où le propos autour des Russes et des Chinois qui... et limite série B, ça je peux le concevoir, mais il a toujours flirté aussi, on peut le dire, avec ce genre-là. Oui, Seb ? Ouais, mais là c'est plus que le fait que, d'une certaine manière, il n'assume pas ce côté série B. C'est-à-dire que tu fasses un film d'enquête, etc., très, très série B, comme l'était, encore une fois, à l'époque La Mouche, hein, et que tu y injectes ces tropes et ces trucs-là, pourquoi pas ? Là, le problème, c'est que, encore une fois, c'est une question plutôt d'équilibre entre son discours sur le deuil, enfin voilà, tout ce qu'on a dit sur le deuil, sur le truc, parce que l'un des trucs sur ces corps, c'est que c'est des espèces de recompositions numériques, donc il y a effectivement une espèce de distance. Est-ce que c'est vraiment la réalité de ce qui se passe à l'intérieur, ou est-ce que c'est effectivement le passage du corps au numérique ? C'est extrêmement intéressant, mais je trouve que c'est dilué assez mal dans l'ensemble. Oui, Lenny. Merci. Je suis pas du tout d'accord avec ce principe, parce que je vois l'opposition des deux genres, mais pour moi, justement, ça va avec l'aspect thématique. Avec ce personnage-là qui a qu'une seule envie, c'est de passer de l'autre côté. C'est-à-dire que pourrait y avoir ce principe de série B, avec Guy Pearce qui ne porte pas de prothèse dégueulasse, mais qui est juste dégueulasse tout du long du film. Mais justement, pour moi, qui assume ce côté, oui, série B, on est dans le crade, on est dans le côté complotiste, même techniquement, la jumelle, la femme de notre héros, est avec ce genre de démarche. Et justement, l'autre rapport, le côté numérique, le côté l'au-delà, le passage, avec même l'extrait dans la bande-annonce où ce dernier enfile le linceul. Et du coup, pour moi, c'est presque justement l'aspect que le film revêt tout du long, de cette espèce d'opposition entre ce monde des morts et ce monde des vivants, qui tiraille le personnage principal, sans véritablement savoir lui-même de quel côté de la balance il veut véritablement pencher, avec tout ce rapport, toute cette interrogation, certes, qui sont des thématiques qu'il a déjà développées, qu'il a déjà exploitées. Donc c'est pour ça que je peux parfaitement comprendre que c'est un film qui me laisse un peu froid. Mais perso, en fait, j'y vois beaucoup de belles choses, beaucoup de rapports. Alors, c'est pas toujours très constant. Même le jeu de Vincent Cassel, il est parfois, au tout début, pour moi, très prenant. Il va réussir à m'attraper, et plus sur la fin, un peu plus compliqué. Oui, Aline ? En fait, je pense que je suis d'accord avec toi, mais le fait est que moi, la complexité du cinéma de Cronenberg fait que maintenant, je me suis un peu fait une raison, que quand je vois ces films, au moins pour la première fois, je sais que je vais pas tout comprendre, et en fait, je vais essayer de trier et garder un élément qui m'intéresse, et au fur et à mesure aller le revoir ou re-revoir pour aller vraiment au cœur du truc. Donc en fait, le côté série B dont tu parles, et le fait qu'il y ait cette histoire de Russie, Chine et tout, je trouve qu'il entache pas trop le reste du film. Et moi, l'interprétation que j'en ai faite, c'est... Alors, pour le coup, c'est vraiment propre à moi. Je pense que si Cronenberg était là, il me dirait ta gueule. Mais dans l'idée, c'est... non, mais c'est que je me suis dit, en fait... ouais, de ouf. C'est en fait... on est sur le personnage de Vincent Cassel, donc Karch, qui est complètement dévasté par le décès de sa femme, qui va chercher un coupable, je pense. Et en fait, c'est la dimension internationale, c'est vraiment... Le deuil est tellement puissant qu'il va aller, limite, aller... dire c'est telle puissance mondiale qui m'en veut, c'est pas possible, il y a forcément quelqu'un qui est à la source de tout ça, c'est une surpuissance. Oui, voilà, c'est ça, c'est, je sais pas, complètement dépassé par ses émotions, quoi. En plus d'être un personnage qui est déraciné, parce que littéralement, l'une des premières remarques que certains lui font quand ils arrivent chez lui, c'est « t'as tout changé ta déco, c'est un style japonais ». Oui. Donc pour moi, il y a cette démarche de, même le personnage, je n'arrive plus à savoir qui il est. C'est-à-dire que avoir un principe de « alors écoutez, j'ai une très très bonne idée ». Parce que vraiment, regarder des investisseurs et leur dire « on va faire un resto, mais à côté d'un cimetière ».
Vraiment, qui va se dire ouais, c'est une très bonne idée et la déco, ça va être des linceuls. Ça peut avoir une forme, un public, hein, je dis pas, mais c'est un peu ballsy. Mais pour moi, ça va encore une fois avec un aspect global qui parfois est inconstant. Guy Pearce ou même l'avatar au tout début, qui est l'espèce d'intelligence artificielle que notre héros utilise. Uni. Au début, pardon ? Uni. J'avais plus tout le nom, je te remercie. Ouais, Au début, peut être un peu déroutante parce qu'on a un effet de 3D qui paraît un peu trop lisse, mais en même temps, ouais, voilà, kitsch. Mais au final, qui marche et qui va donner l'une des séquences avec un rêve et des hanches brisées qui sont les plus traumatisants qu'il peut y avoir dans le film. Hein, Mais je suis quand même d'accord sur certains points, par contre, avec Seb, c'est que, comme je t'avais dit d'ailleurs à la sortie du film, mais j'aime bien mes phrases, mes punchlines, c'est que ce film est à l'image du jeu de Vincent Cassel, aléatoire. Et des fois, on a des fulgurances où tu y crois et tu trouves ça magnifique. Et quelquefois, c'est d'une platitude où j'ai trouvé ça même ridicule. Je pense qu'en fait, on a cet effet aussi de pardonner beaucoup de scènes parce qu'il y a ces moments de fulgurance et des très belles scènes que peut proposer Cronenberg, mais c'est vrai que j'y ne vois pas une constance non plus comme j'aurais pu y voir par exemple History of Violence, comme tu l'avais présenté. Là, j'y vois une constance totale et impeccable. Là, cette fois-ci, j'y vois vraiment quand même plusieurs... Après, c'est ça, c'est des fêlures qui pourraient convaincre aussi, parce qu'il y a énormément de fêlures dans ce film, mais ça donne tout un charme quand on connaît le personnage, je pense. Oui, Aline ? Oui, je suis d'accord, mais après, si on compare avec History of Violence ou d'autres, le propos derrière, enfin le Cronenberg derrière, c'est pas le même que les autres films. Et là, je trouve que le côté imparfait du film, je crois que je lui pardonne 100% parce que je me dis que, je sais pas, là, on est vraiment sur un thème qui l'a particulièrement touché. Enfin, comme tu l'as présenté, il l'a fait à la suite de la perte de sa femme. Donc c'était il y a 7-8 ans maintenant. Il s'est beaucoup renseigné 2017, sur la... Ouais. Il a beaucoup renseigné... Enfin, il a lu énormément de livres sur le deuil. C'est pour ça que je voulais aller le voir, parce que j'étais curieuse d'avoir l'interprétation de Cronenberg sur la notion de deuil. Enfin, en tout cas, à la suite de la perte d'un quelqu'un de si proche. Donc je me dis, la réalisation, elle n'a pas dû être facile non plus. Enfin, le fait en plus que Cassel... entre eux, je vais mettre les mêmes guillemets que toi, super, l'interprète. Attention, ça se contamine. Ça, c'est ça, exactement. Mais que Cassel, Vincent Cassel joue une sorte de Cronenberg, je sais pas, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, mais je peux comprendre peut-être des fois certains moments, comme tu dis, où c'est soit génial, soit qu'est-ce que je fous là, quoi. Bah, c'est même, enfin, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai trouvé ça un peu ronflant quand même à certaines périodes où ça commençait à, je sais que c'est les intentions, mais ça amasse quand même énormément d'informations sur tout ce qui est paranoïa, et il y a quand même des fois où tu as des trous de 20 minutes où en fait la parano autour de ce personnage et de du complot rentre en jeu, et un peu trop souvent, et en fait c'est que, et je trouve vraiment qu'il y a un trou dans le film là-dessus, c'est que là on lui pardonne parce que la fin est convaincante, je pense, mais il y a vraiment un moment où pendant le film je me disais où tu veux aller et qu'est-ce que tu me racontes, sachant que en effet je rejoins Seb, des fois tu reviens sur des trucs où t'en as déjà parlé de ces thèmes-là, encore une fois, heureusement qu'il me tenait avec cette érotisation des corps face au deuil qui fonctionnait super bien, même si tu connaissais déjà un peu les ficelles de Cronenberg et tu voyais très bien où il allait face à ses cicatrices. Je fais des punchlines. Merci. Et c'est pour ça que d'ailleurs on a des fulgurances où il y a certaines scènes ultra convaincantes, mais à l'intérieur des fois de 20 minutes où tu vas avoir 2 minutes, c'est super efficace. Je pense à une scène particulière avec Diane Kruger qui arrive justement voir Vincent Cassel. Je pense que vous voyez tous à peu près la scène dans certains flashbacks. Et juste après, on va avoir une histoire un peu détachée de complot où là je m'ennuie, je me suis vraiment ennuyé. Mais voilà, encore une fois, j'ai énormément apprécié. Il y a des fulgurances totales hein, là-dessus, je le conçois. Un dernier mot peut-être, oui, Lenny. Je te pointe un flingue, t'as vu? Écoute, vas-y, si tu veux. Merde, j'ai aimé un film. Oh merde. Non, mais pour moi, ça reste quand même un film qui est parfaitement imparfait. C'est un film qui a beaucoup de propositions. Il y a quand même pas mal de chances que ce soit le dernier de Cronenberg, hein. On n'espère pas, mais bon. C'est comme le dernier de Coppola, on n'espère pas. Voilà. Comme le dernier de Scott, on n'espère pas. Mais se dire que c'est ce dernier film-là, pour moi, ce serait ni surprenant, ni triste, au-delà de la perte d'un auteur, quoi que ce soit. Mais sur sa filmo,
On y retrouve beaucoup de thématiques. Encore une fois, je comprends parfaitement si toi ça t'ennuie, parce que c'est vrai que c'est pas forcément les thématiques qui, cette fois, il explore au maximum ou qui peut aller dans le plus de ce qu'il a fait. Il est plus en retenue sur pas mal d'éléments. Mais justement, le côté sincérité, le côté presque poésie du deuil, je le trouve beau. Et si c'est sa fin de carrière, ça restera une très belle fin. Tout à fait. Oui, Aline. Et c'est surtout que je trouve que pour un film de Cronenberg, il est assez accessible. Enfin, moi, je les conseille à ma meilleure pote qui est pas du tout, qui aime bien le ciné, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts. Et d'autres films de Cronenberg, genre Les Crimes du futur, jamais d'avis je lui montre, sinon je pense qu'on arrête de se parler. Autant celui-ci, je me suis dit, elle pourrait vraiment aller le voir et l'apprécier. Oui. Parce qu'on retrouve quand même la patte, l'identité, toute la direction artistique et les choix, le cinéma de Cronenberg, quoi. Et en même temps, je trouve qu'il y a tellement de sincérité que ça apporte une touche de simplicité sur tout ce qui se passe, ce qui permet que ça soit, je trouve, une bonne porte d'entrée au cinéma de Cronenberg. Seb, tu voulais faire un petit je suis d'accord avec plein de choses, y compris avec le fait que, effectivement, je pense que les meilleures scènes sont les scènes oniriques avec sa compagne. Après, moi, je reste un peu en dehors, même si je sens bien aussi que le film, il est fait en fait pour être froid. Il a cette froideur, ce côté glacé, alors qui est souvent le cas là aussi chez Cronenberg. Mais voilà, moi, je reste un petit peu en dehors du film. Ouais, j'ai pas. Bon, de toute façon, on vous conseille toujours de découvrir un Cronenberg, ça c'est indéniable. Si c'est votre premier Cronenberg, tant mieux, comme ça vous permet de découvrir une filmographie incroyable. Donc c'était Les Linceuls avec Vincent Cassel et surtout une performance incroyable de Diane Kruger. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et désormais, après une petite rétrospective sur Cronenberg qu'on a terminée avec Les Linceuls, on passe sur une rétrospective autour de Stephen King, puisqu'évidemment, outre évidemment la littérature d'horreur qu'il a pu influencer grandement depuis les années 70, Stephen King, c'est surtout aussi du cinéma, puisqu'il a été de très 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 nombreuses fois adapté. Presque toutes ses grandes œuvres, toutes ses nouvelles même, ont été adaptées par lui-même quelquefois. C'est là-dessus qu'on voulait aussi revenir, peut-être parler de ses œuvres les plus cultes, autour évidemment de productions cinématographiques qui nous ont marqués. Alors en plus, ce qui est bien avec Stephen King, c'est que des fois ça flirte évidemment avec le fantastique, mais c'est pas toujours de l'horreur, et c'est là-dessus aussi qu'on voulait vous le présenter, puisque de toute façon on connaît très bien ce monsieur autour de cela, de l'horreur évidemment. Alors on va passer déjà par Les Évadés, film ultra culte que tu voulais nous présenter, Ellie. Eh bien oui, alors autant je n'aime pas beaucoup la réalité du milieu carcéral qui est à mon sens le triste reflet d'une société échouant à fournir une place digne et paisible pour tout un chacun, autant la tôle dans la fiction a de quoi nous émerveiller malgré tout, comme avec cette adaptation du roman Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank par Stephen King en 1982, dont le film verra le jour 12 ans plus tard sous le nom Les Évadés en France. Un film réalisé par Franck Darabont, avec dans les rôles principaux Tim Robbins et Morgan Freeman. Mention spéciale également aux doubleurs, Olivier Cuvelier et Benoît Alman, ainsi que tous les autres pour leur excellent travail, faisant entrer ce film sans aucun doute parmi ceux que l'on préfère regarder en VF avec les doudous. The Shawshank Redemption, de son titre original, fut un échec commercial à peine rentable à sa sortie en salle. Il a toutefois pu être réédité et finir avec le temps par devenir culte, jusqu'à être reconnu par la Bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique et esthétique. Qu'a donc de si particulier ce long métrage de 142 minutes ? Les Évadés nous content donc l'histoire d'un homme injustement condamné faute d'une défense suffisante pour la mort de sa femme et de son amant peu après avoir appris la vérité à leur sujet. Un postulat de base auquel on peut déjà fortement s'identifier, personne n'est à l'abri un jour d'être submergé par l'émotion et de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. Notre personnage, sans preuve tangible de son innocence face à une tragique coïncidence, est condamné à 2 perpétuités sur lesquelles ouvre donc le film. Un homme ordinaire, au casier vierge, du nom d'Andy Dufresne, jeune banquier très éduqué, désormais propulsé dans un milieu rude et hostile dont les premières années furent les plus dures jusqu'à un possible funeste point de rupture. Coincé dans un enfer qui, heureusement, lui permettra à force de mettre son intellect au service de la communauté, finissant à terme par grandement améliorer la qualité de vie de tous les résidents et surtout la possibilité de retrouver de l'humanité.
La dignité, le droit à l'erreur et l'espoir sont bien au cœur de l'œuvre. Notre innocent va se lier d'amitié avec un coupable et progressivement bâtir une véritable fraternité, permettant in fine à l'ensemble d'aller de l'avant pour la première fois depuis longtemps. Cela n'est malheureusement pas sans encombre. La corruption règne à Shawshank. Les gardiens n'hésitent pas à user des pots de vin ni à faire preuve d'une extrême violence, soutenue par un directeur tyrannique assurément criminel envers ses prisonniers. Un film qui maîtrise tout du long un juste équilibre entre le meilleur et le pire de l'humanité, qui ne sont pas forcément là où on le croit. Un film duquel nous ne ressortons pas déprimés, mais grandis, à l'instar de nos personnages principaux et leur évolution bien avant l'évasion. Difficile d'en parler plus longtemps sans spoiler, et qui, cette fois je vous l'accorde, serait dommage pour un premier visionnage. Si vous avez aimé en octobre dernier Juré numéro 2 de Clint Eastwood, alors Les Évadés devraient très probablement vous combler. On y retrouve un sous-texte similaire côté tribunal cette fois. Retrouvez également Tim Robbins à nouveau devant une caméra depuis 2023 sur le petit écran dans la série Silo d'Apple TV+, adaptation elle aussi d'un roman à succès carcéral à sa façon, hautement mystérieuse et riche d'humanité. Ne serait-ce que pour Rebecca Ferguson à la production et aussi dans les rôles principaux, je peux vous promettre sans trop de risques que ce ne sera pas non plus une perte de temps. Eh bien, merci beaucoup, Élie, pour la présentation des Évadés. De rien. D'ailleurs, il y a un remake français qui arrive prochainement, avec, évidemment, comme personnages principaux, Balkany, Gérard Depardieu, Marine Le Pen et Sarkozy, on l'espère. Oui, Seb ? Que des innocents, donc. C'est ce que tu es en train de nous expliquer. Le droit à l'erreur. Le droit à l'erreur, oui, deux poids, deux mesures, quand même, s'il vous plaît. Non. Seb, à Shawshank, tout le monde est innocent. Ah bah Balkany, de toute façon, c'est le mauvais endroit, mauvais moment. C'est toujours ce qu'il a dit. Je le crois. Non, mais merci beaucoup évidemment pour cette présentation d'un film ultra culte. Franck Darambon aussi, qui a fait la Ligne verte. Oui. Qui était aussi une adaptation évidemment d'un super roman de Stephen King, film aussi ultra culte. Alors on avait plusieurs productions aussi pareil, un peu dans la même lignée de culte. Là, alors c'est plutôt dans une autre registre, là où Stephen King on le rejoint plus aussi, c'est par exemple ça, il y en a, c'est des groupes d'adolescents avec Stand By Me. Ouais, du coup, moi, ma recommandation, c'est Stand By Me, réalisé par Rob Reiner. C'est celui qui a fait Quand Harry rencontre Sally, ou encore Misery, donc autre adaptation de King. C'est donc l'adaptation d'une nouvelle qui s'appelle Le Corps. C'est l'histoire de 4 copains, Gordy, Teddy, Chris et Vern. Ils ont à peu près une douzaine d'années et ils décident de partir à la recherche d'un corps d'un garçon nommé Ray. Et ils s'aventurent tous les 4, voilà, pour chercher ce corps. Pourquoi j'adore ce film ? Déjà, on a un super casting avec River Phoenix, qui est trop bien. Et on a Corey Feldman, c'est l'enfant, j'ai l'impression qu'on voit partout dans les années 80, le petit gars des Goonies, des Gremlins et aussi de Vendredi 13. Et c'est un super film parce que c'est un feel-good movie. Et quand on pense à King, on pense pas forcément à ce genre de film. Ici, on dit adieu à l'horreur et au sanglant, et on dit bonjour à la mélancolie et la tendresse. King là-dedans, King il parle vraiment d'une amitié entre 4 garçons et c'est tous des archétypes, l'empoté, le fou, le criminel et le gentil garçon, mais au final ils sont tous hyper profonds et attendrissants et plus le voyage avance, plus nous les aimons, mais c'est surtout l'amitié entre Gordy et Chris que je trouve adorable. Elle sort vraiment des amitiés de mecs, ils s'aiment, ils se le montrent, ils se soutiennent et ils parlent de ce qu'ils ressentent. Et moi, ça me fait fondre. C'est vraiment tic et tac, donc c'est trop bien. En plus, le film, il est vraiment profond sur les sujets qu'il traite, la nostalgie de l'enfance, les relations paternelles, la peur de l'avenir. Et en fait, pendant tout le voyage, c'est une introspection sur eux-mêmes et chacun va essayer comme il peut de trouver des réponses à ces questions. Et juste pour ce point-là, le film, il est hyper fort et réconfortant. Ensuite, les musiques, c'est que des classiques, donc c'est vraiment trop cool, c'est hyper entraînant. Et le film est vraiment trop beau. C'est un film qui se passe dans des forêts, près de l'eau ou encore sur des rails. Je trouve que ça, à certains moments, ça donne vraiment cette impression de western hyper fort. Les couleurs, elles sont hyper vives et chaudes. Nous avons beaucoup de jaune, d'orange, de marron et de vert qui évoquent vraiment une ambiance d'été. Et puis ça renforce ce côté très camaraderie et aventure. Et ça me fait un peu penser à Tom Sawyer. Donc pareil, autre côté très doudou. Et du coup, pour conclure, cette By Me, c'est vraiment un gros banger parce que ça donne juste envie de partir en vadrouille avec ses copains. Banger. Banger.
Je vais me faire claquer la tête, là, je le sens. Bah comme les jeunes disent sur TikTok quoi. Ouais. Gros banger. Les TikTokiens là. Ouais. Bah ouais, donc gros banger qui donne envie de partir en vadrouille avec ses copains à la recherche d'un corps. Vraiment à chaque fois que je finis le film, je pleure, mais pas parce que c'est triste, juste parce que c'est émouvant et touchant. Du coup, moi je conseille ce film-là pour être de bonne humeur. Après, si vous êtes hémétophobe, je vous le conseille pas parce qu'il y a quand même une scène où ça vomite partout. Et je pense que là, on peut être traumatisé. Ouais. Oui, je pense, oui. Ouais. Je pense à une certaine personne, juste à côté de moi, qui déteste le vomi. Bah, c'est bien de le dire, ouais, en effet, Romane, parce qu'il y a Lou. Là, du coup, tu me le vends pas du tout, regarde pas. Bah, en tout cas, il y a peut-être une version censurée pour hémotophobes. Ouais, au pire, on te dit. Ouais, non, je pense ouais, pas. j'entends rien, je vois pas. Non, parce qu'à part le vomi, c'est quand même hyper mignon comme film. Oui, tout à fait. Mais voilà. là, on est plus sur du King qui est. Qu'est-ce qu'il y a, Marion? Pourquoi tu rigoles autant? Bah non, mais c'est une super expression, à part le vomi. C'est vrai, c'est bien de le préciser. Et il y a beaucoup de vomi aussi chez King, hein, et pas que. Alors, toi, Lou, tu voulais nous présenter quoi? Parce que tu fais une superbe transition, Romane. Tu voulais nous présenter quel film? Moi, je voulais parler plutôt de sang. Donc, allez, je vais on y vous passe. parler aujourd'hui de Carrie, qui est vraiment un des films absolument cultes dans le genre horrifique, mais aussi quand on parle de King, on peut pas trop ne pas parler de Carrie. Donc, c'est un film sorti en 1976 de Brian De Palma. Et c'est devenu vraiment au fil des décennies une œuvre marquante de ce genre. On l'a souvent résumé à ce film à juste une ado harcelée qui pète un plomb au bal de promo et à sa scène inoubliable où Carrie reçoit un énorme seau de sang sur la tête. Mais si on regarde un peu plus en profondeur, Carrie n'est pas juste un film qui fait peur. C'est une critique acerbe de la violence religieuse et surtout du fanatisme imposé dans l'intimité du cercle familial. Carrie White, c'est non seulement une fille qu'on harcèle à l'école, mais c'est aussi une fille qui subit la psychose religieuse de sa mère. Elle vit seule avec sa mère, Margaret, une femme complètement, vraiment enfermée dans une lecture extrême de la religion. Chez elle, tout est péché. Le corps, le désir, la féminité et même les règles. Au point où, quand Carrie a ses premières menstruations, elle panique. Elle pense vraiment être en train de mourir. Elle n'a jamais été préparée à ça, jamais informée, juste conditionnée à avoir honte d'elle-même. Et c'est là qu'on comprend ce qui fait le plus de mal à Carrie. Ce n'est pas les moqueries à l'école, mais c'est l'endoctrinement. Une mère qui lui apprend que l'amour est dangereux, que la punition est une preuve d'amour et que Dieu est là pour juger, pas pour consoler. Le fanatisme dans ce film, ce n'est pas une ambiance de fond, mais c'est vraiment le moteur du drame. Alors oui, certes, dans le film, il y a quand même un côté surnaturel, etc., parce qu'elle développe des pouvoirs, etc. Il y a le côté horreur, beaucoup de sang, etc. Mais franchement, c'est plus à voir comme une métaphore, cette violence, où c'est la colère qui est accumulée, l'humiliation et l'envie d'exister qui enfin déborde au bal de promo. Et là, l'explosion de tout ce qu'on lui a interdit de vivre explose littéralement dans cette salle où tous les ados sont heureux, sauf elle. Et les ados vont un peu prendre cher dans cette scène, on va pas se mentir. Oh, vite fait. Et pas que les ados, mais bon, voilà. Et c'est les pas... cochons. Les cochons aussi. Et c'est pas une violence gratuite, c'est pas une vengeance, c'est vraiment une réponse désespérée du profond mal-être qu'elle a au fond d'elle. Et ce qui est fort, c'est que Brian De Palma ne filme pas Carrie comme un simple monstre de film d'horreur. On a peur, oui, mais on a aussi beaucoup de peine, de la colère, parce qu'en réalité, elle n'a jamais eu le droit d'être une adolescente normale. Elle n'a jamais eu d'espace pour se construire, pour aimer, pour se comprendre. Elle a été privée de liberté au nom de la foi. Donc Carrie, c'est un film sur les conséquences du fanatisme, quand il étouffe l'individu au lieu de le guider. C'est une tragédie avant d'être un film d'horreur. Ce qui est choquant dans cette histoire, c'est pas le fait qu'elle pète un câble et qu'il y a du sang partout. C'est vraiment que là, on voit un parent qui, poussé dans une idéologie extrême, va briser son enfant en prétendant le protéger. Et je trouve que
c'est vraiment un film à voir et à analyser comme ça et pas juste à regarder en surface. C'est avec énormément de fond. C'est pas juste un simple film d'horreur. Pour moi, c'est une œuvre. Déjà, c'est un de mes films préférés, Carrie, parce que je trouve qu'il est indémodable. Honnêtement, si vous le regardez encore aujourd'hui, adolescent, moi je l'avais vu adolescent et je trouvais qu'il était hyper contemporain dans ses thèmes. D'ailleurs, ils sont surutilisés aujourd'hui. Preuve que il a influencé pas que aussi cinématographiquement parlant, parce qu'on parle du split screen tout à l'heure, Seb, mais formellement c'est un film qui est très très fort. Faut rappeler que c'est le premier roman qui est édité de Stephen King. C'est la première adaptation hollywoodienne d'un Stephen King, c'est 76 si je me souviens bien. Et effectivement, c'est un film qui est extrêmement ramassé, qui est extrêmement efficace dans sa narration. Et c'est un film qui s'inscrit totalement plus dans son époque. C'est-à-dire que Brian De Palma, il s'approprie totalement... Alors moi, j'ai jamais lu le roman original, mais il s'approprie totalement cette histoire. Il en fait un film, véritablement un film de Palma, reconnaissable en fait, effectivement, à ses split screen, à ses effets de montage qu'on retrouve dans ses films. Il en fait effectivement véritablement un film des années 70, de la contre-culture des années 70, de l'expression et de l'explosion, on pourrait dire, de la contre-culture, de la jeunesse américaine de l'époque. Et c'est effectivement c'est assez fort de la part de Palma, et c'est aussi assez intéressant parce que effectivement il y a vraiment ce côté, ce qu'on trouve peut-être un petit peu moins aujourd'hui dans les adaptations de Stephen King, c'est-à-dire le fait d'avoir un cinéaste qui s'approprie totalement l'œuvre. Tout à fait, et puis surtout que c'est un film qui parle encore une fois d'une société qui était très actuelle encore dans les années 70, de toute une frustration, de toute une génération frustrée, parce qu'il venait tout juste de sortir de la guerre du Vietnam aussi, donc on sort quand même d'un film qui était très politique, comme tu l'as exprimé, et ça c'était le King, le grand King comme on aime, et qui... oui, non mais c'est vrai, avec De Palma qui... Oui, vous voulez des guillemets, c'est ça? Le grand King, ouais, c'était un King de chez King. On dirait que tu parles un peu d'Elvis Presley, quoi. Donc, c'était la suite. Ah merde, c'était la suite. Je vais pas en parler du coup. Tant pis. Oui, Ellie. Oui, moi j'ai pas vu le film, mais d'après ce que vous dites, en tout cas, je suis pas étonné que ça ait bien vieilli parce que malheureusement le propos de fond il est toujours là, quoi. Oui, et puis aujourd'hui évidemment il est actualisé par les thématiques aujourd'hui des adolescents, et c'est vrai qu'il y a eu un remake avec Chloé Grace-Moretz, pas très longtemps, mais qui est super, qui est pas si mauvais moi je trouve en réalité, mais bon évidemment on a Brian De Palma à côté, et on peut faire très vite la transition puisque c'est vrai que techniquement King a été aussi adapté par de très grands noms du cinéma. On a eu du Kubrick, évidemment ça on spoil rien avec Shining, on a eu encore une fois Frank Darabont, on a qui d'autre, Seb? David Cronenberg, dont on parlait tout à l'heure, Dead Zone. Non mais le début c'est entre 75 et on va dire 90, il est adapté par la crème de la crème des cinéastes américains des années 70 qui font du cinéma de genre, c'est-à-dire Carpenter avec Christine, Cronenberg avec Dead Zone, Wes Craven, La part des ténèbres, Tobe Hooper. Il est vraiment adapté par les entre guillemets par les plus grands, en tout cas par des cinéastes qui s'approprient totalement. Romero aussi. Non mais tout le monde. J'ai envie de dire tout le monde y passe, et ce qui fait que c'est aussi un romancier qui est aussi important, c'est-à-dire on a l'impression que c'est un romancier qui a très vite compris l'importance du cinéma. C'est un cinéphile, alors on peut toujours se demander si c'est un bon cinéphile. Il donne beaucoup de conseils sur Twitter, etc. Il s'emballe régulièrement pour des choses. Parce que c'est un grand cinéphile, comme il l'avait précisé dans Anatomie de l'horreur. Il fait une centaine de pages il te fait des critiques sur tous les films qu'il peut voir. Et vraiment, lui, par exemple, ses critères principaux, c'est un film doit absolument faire peur. Je m'en fous qu'il y ait du propos derrière. Moi, il faut que ça fasse peur ou il faut qu'il y ait du sanglant. Oui, c'est typiquement. Ça. Donc voilà, mais c'est effectivement, c'est quelqu'un qui a écrit des scénarios assez vite. Là aussi, Creepshow, c'est 84. Il écrit ses premiers scénarios. Il a réalisé un film. C'est pas sa meilleure période de sa vie, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, Maximum Overdrive. Il a écrit il a participé à certaines adaptations de ses propres romans. Puis il a une carrière, il a une bibliographie, c'est à peu près 70 romans. Stephen King, c'est 250 nouvelles, donc c'est en plus une matière
une matière extrêmement florissante pour les gens pour les producteurs qui veulent adapter. En plus, c'est devenu avec le temps, c'est devenu un nom, une marque, Stephen King. Donc effectivement, maintenant, c'est parfois un petit peu dommage parce qu'on sent qu'il y a des films qui, je pense à un film sorti il y a quelques mois, qui est le Croque-Mitaine de Rob Savage, où on sent que il s'agit surtout de faire une énième film d'horreur avec une espèce de contamination, de possession. On a déjà vu ça et on y accole le nom de Stephen King, dont finalement l'adaptation c'est juste la scène d'introduction du film. Et ce qu'il faut dire, c'est que Stephen King n'a pas fait non plus que des bons romans, il n'est pas excellent partout, et les productions hollywoodiennes aiment bien adapter tout de Stephen King, et ça vraiment ils adaptent tout, ils développent les univers, puisqu'on va avoir bientôt une série télé dérivée de ça, Welcome to Derry, donc il y a une série comme Castle Rock, une espèce de mix du Stephen King universe, puisque c'est aussi un romancier qui aime bien revenir sur ses précédents romans, réutiliser des personnages, mêler des personnages et mêler des histoires. Donc la fameuse saga avec Monsieur Mercedes, autour du polar par exemple. La saga Monsieur Mercedes, la saga La Tour Sombre, qui est aussi où il va assez loin dans le mix de ses écrits, jusqu'à aller dans La Tour Sombre. Il se met en scène à l'intérieur, puisque les personnages doivent sauver Stephen King pour pouvoir exister, puisqu'ils sont littéralement des personnages de Stephen King. Donc oui, non, c'est un romancier qui a effectivement, et pour la petite anecdote, effectivement, il y a un truc qui est plutôt intéressant, c'est que pendant des années, il mettait en place ce qu'on appelait les Dollar Babies. Les Dollar Babies, c'est-à-dire pendant quasiment 40 ans, en fait, il laissait toute une partie de ses écrits, notamment de ses nouvelles, disponibles à des jeunes créateurs pour faire des courts-métrages, mais je crois qu'il y a aussi des pièces de théâtre pour $1 symbolique, avec juste l'obligation, on va dire, en gros, de ne pas faire de fric avec. C'est-à-dire que globalement, pas de commercialisation, pas de truc. Et il fallait lui envoyer une copie, gentiment, une copie de votre film ou de votre court-métrage. Et donc, il y a eu des dizaines de films. Frank Darabont commence d'ailleurs comme ça. Frank Darabont, il commence avec un $1 Babies. Et voilà, donc c'est la preuve aussi que c'est un cinéaste qui a très vite eu cette importance. Et je pense qu'il n'y a pas énormément de romanciers qui ont, de leur vivant, eu autant d'importance et autant d'adaptation, que ce soit au cinéma ou à la télé, où il a aussi été très très présent. Oui, avec une ouverture artistique énorme, comme tu l'as précisé, sur toutes les lignes. Moi, je voulais préciser aussi qu'il a joué, puisqu'il joue dans Creepshow de Romero. Il joue le fameux sketch où il joue justement un petit bonnet qui est The Lonesome Death of Jordy Verrill, et c'est basé sur sa nouvelle Weeds, comme le dit le nom, de 1976. Et moi, c'est ça aussi que j'aime beaucoup chez King, son personnage, c'est qu'il est assez personnel et il a tendance des fois à se mettre énormément en avant, puisque c'est à la base, enfin je veux dire, vraiment dans les années 70-80, il a de très 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 grandes addictions. Il s'en est jamais caché d'ailleurs là-dessus. Au début un petit peu, mais il a très vite quand même mis ça en avant parce que c'était quand même plusieurs névroses qu'il avait. Donc c'est un film qui d'apparence pourrait parler sur tout ce qui est contamination, encore une fois, puisque c'est un jeune homme de campagne qui se retrouve à toucher une plante un peu mystique, mais qui se retrouve un peu à prendre possession de lui et de son environnement. Et c'est vrai que là-dessus, avec ça, il met une métaphore quand même sur sa vie, sur ses addictions, et justement, il montre c'est quelque chose de très personnel, je trouve, de Stephen King. Alors si on veut le découvrir de cette façon très personnelle, je vous conseille justement ce film. En plus, maquillage de Tom Savini, pas n'importe qui, grand maquilleur quand même, qui a fait entre autres par exemple Vendredi 13, qui avait fait aussi Zombie de Romero. Donc voilà, quand même Tom Savini aussi acteur et réalisateur. Donc c'est pour moi ça, c'est si vous voulez voir autrement Stephen King dans ses rares apparitions, on va dire physiques. Et toi Seb, tu avais vu The Monkey, puisque... Ouais, j'avais vu The Monkey, donc qui est le cinquième, alors ça sera pas le cinquième dans la nuit, mais qui est le cinquième larron de la nuit, qui est une adaptation nouvelle, qui est, alors soyons sincères, je pense que ça sera le film peut-être le moins intéressant de la nuit, mais c'est un petit film plutôt amusant, qui mériterait peut-être d'aller un petit peu plus loin. C'est un film d'Osgood Perkins, qui est le fils d'Anthony Perkins, qui avait fait des films
qui avait fait Long Legs notamment, qui était sorti l'année dernière, des films très très stylisés, alors certains diront chichiteux. Là il est sur non mais c'est vrai, c'est un peu ça, très À retenir cette expression. très stylisé, chichiteux, pardon, excusez-moi, et qui là effectivement est dans une forme beaucoup plus classique, l'histoire d'un jouet, une espèce de singe qui joue du tambourin, et qui, effectivement, à chaque fois qu'on l'active, va déclencher des catastrophes. Et donc, c'est assez rigolo, et je pense que c'est, effectivement, dans le côté mise à mort rigolote, c'est sans doute un peu meilleur que Destination Finale, pardon. Ouais. Oh là, il allait nous le dire à l'anglaise. J'allais dire Final Destination, mais non, pas du tout. Voilà, donc même si le film est tout petit peu long à mon goût, mais c'est un film plutôt amusant avec ses passages. Bah écoute, ça fait une belle filmographie que vous pouvez retrouver entre autres du coup avec Carrie par exemple et The Monkey à la nuit du cinéma luxe autour de Stephen King, et c'est là-dessus d'ailleurs qu'on voulait vous laisser. N'oubliez pas d'aller donc le 24 mai 20h à 7h du mat autour de King, et si vous êtes fan en plus du romancier et de ses films, je pense que là vous allez en avoir pour votre argent. Mais où est-ce qu'il est, ce con de Birchman? Qu'est-ce qu'il fout? Et on se retrouve pour le petit jeu, comme vous adorez tous évidemment, je le sais très bien déjà, autour de la table, hein, vous m'en faites tout le temps des compliments, et c'est là-dessus où je sais pourquoi je suis présentateur, hein, puisque là-dessus après c'est le seul compliment que vous me faites en général, mais c'est pas très grave, puisque bon, j'ai changé de coupe de cheveux au cas où, mais personne l'a vu. Le petit jeu, alors évidemment comme on a parlé de Destination Finale et de la mort érotique avec les linceuls, je vous propose les morts insolites au cinéma. Je vais vous dire donc la mort en question, comment elle a été faite, et vous devez trouver d'où provient cette mort, de quel film. Si vous avez le personnage en plus qui meurt, c'est au-dessus de tout le monde, c'est génial. C'est 3 points, allez, mais sinon on part sur 1 point. On fait en buzzer, ça vous tente comme ça Voilà, le petit buzzer comme toujours. Lou, le petit buzzer. Waouh. La, d'accord. Aline. Je vais reprendre Crocro. Crocro. Roman. Bip. Non, ça marche. Marion. Squeak, ok. Et après Nesquik. Seb. Buzzer. Très bien. Il est méta, hein. Il est très méta. Et Ellie. Poc. Allez, c'est parti, on y va pour le jeu de la mort. Là, il fallait le petit générique. J'espère qu'il sera mis post-prod. Alors, on commence par un truc ultra classique. Mort par un pneu au super pouvoir. Crocro. Oui, Aline. Rubber. Oui, bravo, c'était Rubber. 1 point. Il y a le principe. Allez, mort par un test d'une IA de protection civile. Ça peut être plusieurs films, hein. Si vous m'en donnez plusieurs, c'est accepté. Par une IA de protection civile. C'était un test. Oui. Lucie, non, c'est pas ça. C'est pas vraiment une IA. Bip. Blade Runner. Blade Runner, ça pouvait, ouais. Mais est-ce que c'est un test? Est-ce qu'il y a un test à un moment? Oui, Aline. Robots avec Will Smith. Robots. Robots, techniquement, j'ai envie de te dire oui. Bah, oui. Mais je pensais à autre chose, mais on peut l'applaudir, oui. Robocop. Ah ouais. Bah oui, la scène. Oui, en vrai, oui, complètement. Oui, mais c'est pas grave. Mort par azote liquide. Là, c'est très. Oh, oui. C'est Wolverine. Marion. Ah, mais il est pas mort. Ah, mais non. Bah non, il est pas mort. Et il est pas mort par ça. Là, c'est quelqu'un qui est mort par azote liquide. Buzzer. Oui. Terminator. Est-ce qu'il meurt par azote liquide? Il meurt pas dans. Tu parles du 2? Non. Moi j'avais non, oui, je le pense. 2. Ouais. Je pensais pas vraiment à celui-là. Je sais pas si je peux le. Après, honnêtement, vous pensez que c'est considéré Terminator? Non, mais azote liquide. Moi, je pensais vraiment à un truc où je vous détaille la scène, quelqu'un a azote liquide et ensuite se fait complètement exploser la tête par un serial killer. Alors là, c'est très spécifique. Hein, c'est vraiment difficile. Mais moi, la scène m'avait tellement marqué que je l'avais, évidemment. Tu peux donner un autre indice? Oui, c'est d'une saga très connue qui a de très nombreux opus. De très très nombreux opus. De la part de Lenny, So. Non. Ok, bah c'est à cause de Lenny que j'ai perdu. Ouais, bah c'est pas grave. Je vous dis le nom. C'était Jason X. Puisqu'à un moment, ils sont dans l'espace et il y a... Ah, mais vous êtes pas... Bah oui, mais...
Je me souviens Allez, pas. on va pas aller du coup beaucoup sur le serial killer, j'ai l'impression. J'en ai des très durs en plus. Hein. Donc là, je suis déjà stressé pour la suite. Mort parce qu'il se planquait dans un placard. Par surprise. Mort parce qu'il se planquait dans un placard. C'est pas. Oui, pardon. Marion. L'histoire de la fille qui a enfermé son petit frère dans un placard et qui Bip. meurt. Non, bip. je pensais pas à ça. Elle Par s'appelait surprise. Sarah. Hein Climax. alors super en plus, mais non. Il meurt dans un C'est placard. pas vraiment un placard C'est en pas plus, vraiment et un placard, il meurt pas à cause de ça vraiment. C'est Dans vraiment le là. livre, c'était un placard. Hein, Voilà. Petit détail, il se prend une balle dans la tête. Dans un placard. Ouais, dans un placard. C'est pas le film avec George Clooney et Brad Pitt Oui. où il est entraîneur sportif, machin, Oui. mais j'ai pas le titre. Ah mais- merde, parce que bon, du coup, je te le donne le point quand même, mais du coup, C'est le Aline. film des frères Cohen. Oui. C'est brûlé. Non. pas Oui, oui. Burn After Reading. Oui, Bird After Reading. Bravo Marion. AVC. On peut l'applaudir quand même parce que bon, elle a donné quasiment tout. Mort à cause d'un café empoisonné. Mort à cause Buzzer. d'un. Oui. Dans Les 8 salopards. Oui, bravo Seb. Putain, j'ai eu peur sur celui-là, évidemment. Ça vous spoil un peu, mais on va pas dire qui là pour cette fois. Mort en se prenant un chapeau d'alien en pleine tête, style frisbee. Ouais. Là, c'est absurde. Oui, Ellie. Alien. Non. Mort en se prenant un chapeau d'alien en pleine tête, style frisbee. Non, vous l'avez pas, c'est dans un film absurde qui parodie. Bip. Scary Movie. Oui, oui, Bah lequel, je sais pas. avec des aliens. C'est le 2. Pour les. Non. Non. Le 3, oui, c'était le 3. Bon, bravo, on va te laisser le point. C'est. Seb, t'énerve pas. J'en ai des très durs, c'est dommage. Alors, je vais essayer d'alléger un petit peu. Non, c'est pas très grave. Hein, ça me. Alors, meurt dans une salle de gym lors d'un exercice de barre parallèle, nuque brisée et retournée brutalement. Bip. Destination finale. Oui, Roman, lequel? Je sais pas. 5. Oui, le 5, bravo Aline qui t'aide. Mais c'est bon, on va compter, évidemment, on va compter quand même. Allez, et puis un petit dernier, puisque je vois que vous avez adoré ce jeu. C'était le plus dur, mais c'est celui qui m'avait fait le plus rire à l'époque. C'est tête explosée à coup de ballon de basket jeté par un robot. Si vous avez la scène, ouais, là c'est très précis, mais la tête est explosée à coup de ballon de basket jeté par un robot. Et c'est hilarant. Donne un autre indice. C'est un film des années 80 qui... un peu ado, mais c'était un peu dans la vibe, un peu tout autour de Stephen King, mais bon. Non, vous avez pas. J'ai trouvé de la voir. Je pense pas que vous l'ayez. Bon, c'était Deadly Friend. Personne là. Non, bon, sinon... si je vous dis mort par morsure de castor zombie en animatronique, vous l'avez pas non plus? Bip. Oui, Roman. Freddy là. Non. C'est pas grave. Buzzer. Seb. Zombiever. Oui, bravo Sam. Ça c'est cool. Zombiever. Zombiever. Le Merci. film de mix entre des zombies et des castors. Voilà. Voilà, il y a un jeu de mots à faire, ils en ont fait un film. Et c'est ça qui m'a touché, moi, chez eux. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette émission et ce jeu magnifique que vous avez tous adoré, j'en suis sûr, parce que vous aviez toutes les références. Merci On a adoré, mais beaucoup. c'était un peu dur pour nous. Ouais, On bah est des après, faux cinéphiles vous aussi. aviez Destination Finale. Il y a eu aussi Marion Burn After Reading, puisque bon, voilà. C'était un beau travail d'équipe, je trouve. Oui, Ouais, voilà, ouais. c'est un beau travail d'équipe. Vous pouvez vous applaudir pour ça. Merci beaucoup, en tout cas, Lou, pour cette émission et cette chronique. Merci beaucoup à toi. Bah, merci à À moi. vous. Merci à tout le monde, en fait. À la terre entière. Dis pas. Non, il y a des exceptions. Non, Il y a- exception, Ouais. mais je citerai pas les noms, mais ils vont se reconnaître. Oui, oui, oui. Ils écouteront pas, mais Mais ils se reconnaîtront quand même. il est passé sur le viaduc de Calix tout à l'heure. Ok. Bam, ça c'est fait. C'est Macron. Waouh, ok. Bon bah, je pensais pas que ça allait être politisé comme ça, mais c'est pas grave, une émission très Ça politisée. dénonce. Ouais, ça Ça dénonce. dénonce Ça dénonce. Bref, merci beaucoup Aline qui a adoré ces guillemets. Merci. Oh, c'est sympa, ça me bah, touche. pas de Je sais que c'était ironique de ta part. C'est pas grave. Merci beaucoup Roman aussi pour cette émission. Bah de rien et merci les lesbiennes. Oh oui, vous voulez dire bravo les lesbiennes peut-être? Bravo les. Non, je vais continuer dans Le côté merci. Merci, ouais, donc D'accord. merci les lesbiennes. Les lesbiennes. Les Je sais pas, non, lesbiennes. on va finir là-dessus. On est sur un running gag, faut finir là-dessus, mais en apothéose pour moi. Merci beaucoup, Ellie.
Bah, de rien. Bah ok, super, de rien. Merci beaucoup Seb. Merci à tout le monde, c'est toujours un plaisir. Voilà. Plaisir. Merci beaucoup Marion, à la régie évidemment. Bah avec plaisir. Moi je peux pas faire de guillemets parce que j'ai les mains sur les manettes, mais ils sont à l'intérieur. Oh, tes guillemets sont dans ton cœur. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique, les guillemets dans le cœur. Un prochain titre potentiel de Sabrina Carpenter. Merci beaucoup Lenny aussi qui était aux caméras et au montage. Voilà, on l'applaudit. Il est derrière, il ne peut pas nous faire ses guillemets. Et évidemment, on vous remercie pour votre écoute, votre attention auprès d'On n'est pas filmé de l'équipe. On est sur Facebook, on est sur TikTok, on est sur YouTube, on est sur Apple Podcast, on est sur Spotify. Donc si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à nous suivre. Évidemment, on est sur Station B qui nous prête ses locaux à la Cité de Chantier pour faire ces magnifiques émissions avec ces magnifiques chroniqueurs et chroniqueuses. Et je vous remercie encore une fois pour votre écoute pour On n'est pas filmé. Cet entretien sera intégralement pas filmé. Et où est-ce qu'il